Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.fr. Notre conférence du jour est parrainée par Shadow et elle a pour thème les enjeux des services cloud collaboratifs au bénéfice des ETI comme des étudiants. Pour en débattre comme chaque mois, trois des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. J'ai cité Eric Selle, Alain Garnier, Loïc Boutet. Et on commence par l'intervention d'Eric Selle, le directeur général de Shadow. Oui, c'est ça. Au début, l'idée innovante, c'était de mettre à disposition un PC dans le cloud. Alors aujourd'hui, ça paraît assez classique, mais à l'époque, c'était assez innovant. Et non seulement c'était un PC dans le cloud, mais en plus, c'était pour les gamers, qui sont les plus exigeants du monde en termes de performance. Et c'est une société qu'on a rachetée, enfin qu'Octava a racheté avec son fonds personnel, fondateur d'OVH. Pour avoir une ambition, c'est d'étendre ça à une suite collaborative et des solutions alternatives aux gros, à savoir Google et Microsoft européens, et avec une ambition, c'est de protéger la donnée et ses clients. Alors justement, on fait une petite photographie de tout ce qui se passe au niveau européen. On commence par ça, par un petit panorama. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des bouleversements assez majeurs et ça fait longtemps qu'ils se construisent, hein, puisqu'on sait que Microsoft et Google, à eux deux, représentent 75% de parts de marché. Oui. Et donc, une très forte domination mondiale, hein, sur lequel, je dirais, la capacité, moi, ce n'est pas des ennemis, mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Et avec cette domination, c'est très difficile, finalement, de les influencer. Et ils ont quand même fait une tactique de positionnement qui est extrêmement intéressante et innovante. Il faut rendre grâce. D'abord, ils ont des solutions qui tiennent bien, mais surtout, ils ont dans les suites collaboratives, donc pour rappeler ce que c'est qu'une suite collaborative, hein, c'est d'avoir le mail, la visio, le stockage des données, enfin tout ce que vous avez tous, je pense, sur vos téléphones portables. Et en fait, ils sont partis sur quelques points phares. Le premier, c'était de dire, j'ai un login. J'ai un password et j'ai une seule facture. Et ce qui est quand même, ça paraît trivial, mais aujourd'hui, il n'y a pas, à part eux, il n'y a personne qui a ça. C'est-à-dire, j'utilise un seul login, un seul password et j'ai accès à tout le bouquet. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est évidemment, ils ont atteint très vite une taille critique. Et cette taille critique, elle a deux enjeux. C'est évidemment de financer leur développement. Et donc, ils ont beaucoup de gens en développement. Ils continuent à innover de manière assez forte. Mais surtout, ils monétisent leurs clients. C'est-à-dire que non seulement ils ont la suite et la monétisation de leur suite, mais surtout, ils ont toute la publicité qui va au-dessus. Et donc aujourd'hui, quand vous avez 75% de part de marché, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui veut promouvoir son produit, ce n'est pas la télévision qui est la première source de pub, hein. On va tout de suite tomber chez Google, chez Microsoft et chez les gens comme ça. Donc ça, c'est important. Donc ça fait très longtemps qu'on essaye de résister à ça, d'essayer de créer des innovations, de se dire, enfin, bon sang, l'Europe, on a de la techno, on en parlera certainement plus tard. Mais on n'y arrive pas. Donc, je vais essayer de regarder avec mes collègues ici un peu quelles sont les raisons pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi il y a quand même une opportunité d'y arriver. Le dernier point que je voudrais en introduction donner, c'est que je pense que dans la salle, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, de cette révolution, etc., qui est en train d'arriver. Ça fait peur à beaucoup. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, hein. À la fois sur ChatGPT, je dis, j'aurais pu préparer ma conférence en disant ChatGPT, je vais voir, voilà, et il aurait pu me faire ma conférence. J'en suis pas là encore. Pareil sur Midjourney, sur les images ou les NFT ou tous les créatifs, demain vont être un peu détrônés par de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est une vraie révolution vers laquelle on se dirige et sur laquelle, bien évidemment, qui va essayer de profiter de toute cette intelligence artificielle? Eh bien, c'est les gros faiseurs et qui ont accès à 75% de parts de marché. Et ceux qui sont un peu en retard, j'ai cru lire qu'Elon Musk voulait acheter 10 000 ou 100 000 GPU pour développer son intelligence artificielle. Elle s'appuie sur deux choses, sur cette capacité, je dirais, industrielle et d'innovation. Mais l'innovation dans l'intelligence artificielle en Europe et en France, d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut en termes de talent, j'ai aucun doute là-dessus. La question, c'est la scalabilité, la capacité de croissance. Et elle s'appuie à la fois sur une infrastructure, on en parlera tout à l'heure avec Loïc, mais elle s'appuie aussi sur les datas,
parce que finalement, l'intelligence artificielle, elle s'éduque avec des data. Et qui aujourd'hui est le plus grand possesseur de data du monde? Ben, c'est les GAFAM, parce qu'ils savent toute la journée ce que vous faites, ce que vous regardez, ce qui vous intéresse. Donc voilà. Et c'est un peu le sujet dont, que je voudrais, on ne va pas tout traiter, mais que je voudrais qu'on puisse partager avec vous aujourd'hui. Merci Eric. Alain, donc Alain, on s'est connu il y a quelques années, hein, ta boîte existait déjà, et aujourd'hui donc ça a grandi, on tend vers l'ETI, même si elle est encore au début en termes de chiffre d'affaires. Tu as combien de collaborateurs et qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, bonsoir à tous. Bah, écoute, effectivement, là, je suis très très content de te retrouver. Et effectivement, on voit aussi le chemin parcouru. Quand on s'est connus, on devait être une quinzaine de personnes. On est plus de 50. On a une très forte croissance. Et nous, on fournit une solution qui vient complémenter justement ce qu'on vient de dire, les grandes suites collaboratives, ou les remplacer quand on veut être totalement souverain, qui est certaines cas de figure qui est demandé. On a aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs qui utilisent Genspot au quotidien. Et on fournit toute la suite collaborative qui va justement la question de travailler ensemble. Et c'est intéressant parce qu'on avait demandé à ChatGPT, par exemple, d'expliquer ce que fait Genspot à un enfant de 5 ans. Et c'est incroyable ce qu'il a sorti d'ailleurs. C'est incroyable. Il a dit, t'as un enfant de 5 ans, imagine, c'est une boîte magique dans laquelle tu vois, les adultes ils vont travailler ensemble comme s'ils avaient plein de crayons de couleur. Et du coup, ils vont produire ensemble quelque chose de spécial. Et avec Genspot, tu vas voir, ils vont le faire mieux, plus vite, ça va être plus sympa. Et c'est incroyable parce que c'est une définition que je trouve très pertinente de ce qu'on fait. Et nous, notre réalité, c'est qu'on vient justement souvent apporter une vraie réponse à la question de la digital workplace. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on arrive sur son poste de travail, quand on a une ETI, un grand compte ou l'État, plutôt que d'avoir des outils bureautiques dans lesquels on arrive et on a tous les mêmes et so what, quoi. On a les mêmes outils. Donc nous, on apporte une personnalisation sans avoir besoin de faire de développement pour justement l'expérience autour de la collaboration. C'est ça notre métier. Et avec et là c'est mon autre casquette, une volonté justement de transformer un secteur, ce que vient très bien d'expliquer Eric, qui est totalement dominé par les anglo-saxons, en tout cas pour l'Europe, et qui nous est très défavorable, pas seulement pour nous, parce que tu vois la preuve, on a une belle croissance, nous en tant que Genspot, moi je vis bien, j'ai envie de dire, tu vois, c'est pas le sujet de nos entreprises, mais de la question plutôt du devenir du numérique dans l'Europe et le fait d'avoir effectivement une vraie puissance numérique pour avoir une vraie puissance européenne de notre culture, de notre économie. Et ça, c'est la question de la souveraineté et qui passe par la diversité, alors qu'aujourd'hui, on a des monopoles. Un petit mot peut-être sur les risques économiques, la sécurité dont tu parlais également? Alors, la sécurité, on prend souvent la question de la sécurité des données. Bon, il suffit de voir ce qui est arrivé à Alstom, par exemple. On sait très bien que tout ça est venu de lois justement extraterritoriales. Je veux dire, tous les gens qui sont ici, si vous avez des suites bureautiques américaines, vous êtes soumis d'une manière ou d'une autre à la question des lois extraterritoriales, qui peut vous être très défavorable dans des moments dans lesquels il pourrait y avoir un conflit dur sur des questions justement, si à un moment donné, vous êtes un peu trop dominant sur votre marché et que les États-Unis considèrent qu'ils ont envie de reprendre la main. Ça, c'est très clair. On l'a vu plusieurs fois et on a des exemples. Et ils se servent de ces lois-là. Mais après, il y a quelque chose de beaucoup plus basique. C'est une économie, c'est le fait d'acheter des choses et d'être en circulation de cette valeur. Aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que l'essentiel, par exemple, de la publicité est passé dans le digital et l'essentiel, aujourd'hui, est capté par les acteurs qu'on vient de citer. Ça veut dire que l'intégralité, quand vous essayez de choper des gens sur le web aujourd'hui, à travers du Google Ads, vous donnez de l'argent intégralement à Google. Avant, vous donniez ça à des agences de pub, vous donniez ça à des journaux locaux qui créaient, par exemple les journaux qui finissaient par avoir des journalistes qui faisaient vivre la démocratie. Vous voyez, le raccourci là, que je fais, c'est juste de dire, il ne faut pas s'étonner aussi que, par exemple, on a des difficultés à avoir un monde médiatique qui arrive à être solide, parce qu'en face, il n'a plus les moyens, tout simplement, de sa subsistance. Ils ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires, ces gens-là. Et on voudrait qu'ils soient de même qualité. Mais non, c'est pas possible. Donc, il faut voir que c'est... Et vous pouvez prendre n'importe quel endroit dans l'économie aujourd'hui. La logistique, c'est le même sujet. Le numérique est partout. Le numérique est ce qui constitue aujourd'hui l'effort de productivité. Et alors là, quand on rajoute l'IA qu'on vient de dire, on ne pourra pas demain être fort sur l'IA si on n'a ni les infrastructures, ni les données. Et le paradoxe, les infrastructures s'appellent le cloud. C'est pour ça que je me bats pour qu'on ait des clouds européens et pas que des clouds américains, point numéro 1. Et les données, c'est le fait qu'on ne soit pas tous, effectivement, à donner nos données gratuitement. Et pour ça, il faut simplement rééquilibrer
Mais comme on l'a toujours été, il faut rééquilibrer ces marchés. Il n'y a jamais un marché sain quand il n'y a pas de concurrence. Tout monopole construit des effets délétères sur, à un moment donné, une chaîne qui se veut justement normalement alimentaire plus positive. Donc si on veut de la concurrence, si on veut justement du progrès pour nous, il faut tout simplement rééquilibrer ces marchés. C'est un de mes combats. Loïc, qui a un prénom breton mais qui n'est pas breton, Loïc, un mot sur l'entreprise hexagonale, tu l'as créée, c'est toi qui l'as créée il y a combien de temps? Absolument, bonsoir à tous. Je l'ai créé il y a 6 ans et aujourd'hui on est une quarantaine de personnes. D'accord, et tu dispenses quel type d'expertise? On est une agence de développement, donc on réalise des logiciels sur mesure pour les grands comptes. Donc typiquement, voilà, si vous voulez une suite collaborative, il en existe des très bien et des souveraines. Mais parfois on a besoin de besoins qui sont spécifiques à nos métiers, qu'on ne trouve pas sur le marché, déjà fait. Et dans ce cas-là, on peut passer par une agence de dev telle que la nôtre pour réaliser le logiciel. Bon, parce que tout ça c'est bien, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine architecture cloud pour que ça fonctionne, ça, non? Et oui, les logiciels c'est bien, mais si ça ne tourne pas sur votre machine, ça doit tourner sur un serveur. Et ce serveur, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avantages à le mettre sur le cloud. Alors le virage cloud, nous on l'a vu sur nos clients, on a une clientèle grand compte principalement. Alors il y a 6 ans, c'était un vrai sujet. Il y a 6 ans, il y avait encore des grands comptes qui avaient leur propre ferme de serveurs avec des serveurs, ils savaient où ils étaient, ils avaient des équipes pour les manager, ils avaient tout ça. Aujourd'hui, les grands comptes, ils sont complètement passés sur le cloud. Alors, par contre, les grands comptes, moi ce que je vois, c'est que c'est du Azure, donc du Microsoft quasiment à 100%. Ça fait parfois un peu sourire quand il y a des boîtes aussi françaises que la SNCF et aussi combatives sur... Ils sont membres du club, donc que des gentillesses sur nos adhérents. Mais je les adore, hein, c'est mes meilleurs clients. Mais par contre, sur le cloud, c'est du Azure. Mais comme beaucoup d'autres grands comptes, il n'y a pas que, loin s'en faut. Et après, par contre, sur les ETI, ce qu'on constate, c'est que là, il y a plus d'éducation à faire, parce que les clouds, c'est aussi des coûts plus importants. Il faut quand même le dire. Hein, une infra sur le cloud, ça va vous coûter plus cher. Et là, il y a de l'éducation à faire, de l'accompagnement, des compétences à mettre à disposition pour réussir à faire ce switch, parce que en fait, maîtriser ces serveurs aujourd'hui, c'est compliqué, et si c'est pas vraiment votre métier, ça n'a pas beaucoup de sens. Alain, donc cette prise de conscience sur la thématique qu'on a élaborée avec Eric, ça va des étudiants aux ETI, c'est très très large, donc tout le monde est conscient? Non, je ne crois pas que tout le monde est conscient. Loin s'en faut. À commencer par les impacts économiques, par exemple, on a très peu de mesures. On a très peu de mesures aujourd'hui sur l'impact justement du fait que, parce qu'on est quand même sur des temps courts, on est tout juste aujourd'hui, par exemple si on prend les politiques, ils sont aujourd'hui en prise de conscience de la désindustrialisation. C'est le sujet du moment. La désindustrialisation, elle a commencé il y a pratiquement 30 ans. Le numérique et son hyperdomination, on est plutôt sur quelque chose qui tourne à partir des années 2010-2015, où là, on va dire, on sent, par exemple, que le cloud est en train de nous échapper. Donc en fait, il y a un effet de retard peut-être de 15 ans. Donc la prise de conscience des politiques profondément sera peut-être que dans 15 ans. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que le numérique est aussi une industrie. Donc les deux sont en train d'être tricotés. Le ministre, par exemple, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer pour discuter de ces sujets-là, il a quand même sur son ministre? titre... Parce qu'on en a plein de ministres. Hein. C'est vrai, tu as raison, mais vu qu'on parle du numérique, moi j'ai tout de suite fait un raccourci. Donc Jean-Noël Barrot, parce qu'il est effectivement ministre de la souveraineté numérique. Ça a été accolé au titre, c'est même aussi accolé au titre de Bruno Le Maire sur l'industrie. Donc il y a une prise de conscience. Par contre, est-ce qu'il y a des actes? Pas encore. Par exemple, on a eu une interdiction dans le ministre de l'Éducation nationale de Office 365 pour des raisons de non-conformité au droit européen. Il faut dire les choses aussi. Aujourd'hui, là, si vous dépassez des limites de vitesse, on vous prend votre permis. Là, en l'occurrence, il y a une interdiction qui a été promulguée plusieurs fois. Par exemple, aujourd'hui, je ne vois pas l'Éducation nationale, je n'ai pas vu tous les lycées basculer sur des solutions souveraines. Ils sont encore massivement sur Microsoft 365. On n'a donc pas d'acte en face de ça, si on prend ce niveau-là. En revanche, la prise de conscience, elle se fait par exemple quand là, il y a eu 15% d'augmentation de manière unilatérale sur les prix. D'un coup, les gens se disent « Ah oui, ça me pose un problème économique. Et comment je vais le gérer si c'est comme ça tous les ans ?» Donc là, tout d'un coup, les gens se disent « Ah, peut-être qu'il faut que j'aille voir des alternatives. » Voilà. Donc, la prise de conscience est très différente. Et par exemple,
tous les individus que nous sommes tous, vous savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. On est tous aussi, quelque part, un peu complices de ça, de se dire, oui, bon, je préfère pas payer, et puis c'est pas grave, mes données partent. Mais à un moment donné, l'impact individuel, il n'est pas grave, mais l'impact collectif, il est colossal. Parce que si, par exemple, on avait fait ce qu'ont fait les Anglais, par exemple, pour donner pour une livre symbolique, pas 1 euro, parce que c'était déjà en Brexit, toutes leurs données de santé à Palantir, une boîte américaine. Bah, par exemple, ça veut dire que la capacité maintenant des Anglais pour faire eux-mêmes des prédictions avec de l'IA sur les maladies des Anglais, qui ne sont pas les mêmes que les maladies des Français ou les maladies des Belges, bah, en fait, aujourd'hui, c'est une boîte américaine qui le détient. Ils n'en ont même plus la capacité. Et ils ont fait ça, c'est une espèce de pacte faustien, en échange du fait que la boîte leur donne justement ces résultats-là. Mais donc, ils ne sont plus du tout en souveraineté par rapport à ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait la moitié du chemin. On a donné à Microsoft avec le fameux Health Data Hub la même chose. Puis on s'est arrêté là, parce qu'il y a eu une fronde. Et puis on s'est arrêté. Et aujourd'hui, par exemple, la PHP est en train de retravailler avec des IA, d'ailleurs avec OVH en particulier. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est possible. Donc, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que la prise de conscience, c'est une chose, puis on s'aperçoit en fait qu'ensuite, il faut passer aux actes. Et quand on passe aux actes, on s'aperçoit quoi? Qu'en fait, on a les capacités, et qu'il y avait énormément de marketing autour de toutes ces questions. 9 fois sur 10, on n'a pas besoin d'un cloud mondialisé pour faire tourner une application d'une ETI, c'est pas vrai. Voilà. Ensuite, il se trouve qu'il y a des boîtes qui sont mieux disantes. Nous, par exemple, si on existe, c'est bien parce qu'il y a à peu près quand même plus de 400 clients et 400 000 utilisateurs qui trouvent qu'on est au moins plus pertinent que Microsoft sur plein de sujets. Donc, et justement, année après année, il y a des gens qui disent c'est pas possible, la guerre est perdue, le cloud c'est fini, de toute façon vous êtes moins bon. Enfin, des défaitistes. Alors ça, il y en a plein, parce que c'est une position facile. Les combats qu'on mène, c'est la meilleure façon de gagner un combat, c'est de dire qu'on l'a perdu. Vous commencez un match, vous dites oh ben on va perdre le match. Oh ben on a gagné, tant mieux. Ben, si on avait perdu, je l'avais bien dit. Ben, vous avez gagné dans les deux cas. Donc la position, et moi qui est la mienne d'entrepreneur, c'est de dire non, regardez, on fait la preuve par le déploiement chez nos clients qu'on est meilleur sur le réseau social, on est meilleur sur l'intranet, on est meilleur sur, par exemple, le collectif, on est meilleur par exemple, sur la personnalisation que les Américains. Parce que les Américains sont très standards. Vous allez chez McDo, c'est le même menu. Ben nous, on a la gastronomie, c'est différent. On est meilleur sur le collectif parce qu'on a des valeurs européennes plus collectives qu'individuelles. Et il se trouve que les temps modernes, les temps qui s'ouvrent, c'est des temps de collectif, c'est des temps de personnalisation, c'est ce qu'attendent les clients. C'est aussi des temps de frugalité, si on prend l'éco-responsabilité. Et ça, c'est des valeurs européennes. Donc moi, pour le coup, à l'inverse justement d'être un défaitiste, moi je pense au contraire que l'avenir est pour nous. Parce qu'on a les valeurs, on a les talents. Tu finiras ministre, toi. Hein. Voilà. Non, mais c'est très bien. Hein. L'avenir est pour nous, vas-y. Non, mais ministre, c'est un autre métier. Oui, je crois, Christian. C'est un autre métier. En tout cas, voilà. En tout cas, j'ai vraiment cette conviction-là, et on en est, d'un point de vue industriel, la preuve vivante. Et justement, sans être des politiques de la chose. Eric, alors heureusement, il y a une solution qui est européenne, qui est vraiment gratuite, et qui répond à beaucoup de choses. Alors, je pense que je vais rajouter, mon camarade est excellent, je voulais rajouter juste 2 choses pour donner une idée un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je discute avec pas mal de jeunes, et même dans l'entreprise, la moyenne d'âge, elle doit être de 30 ans à peu près chez Shadow, ou 32 maintenant. Les gens n'imaginent pas qu'ils sont en train de donner leur journal intime à des sociétés qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas ce qu'elles en feront plus tard. Et donc, les jeunes, on discute avec eux, on dit, mais WhatsApp, vous savez où ça part, TikTok, oui, mais machin, Instagram, ça s'efface. Non, tout ça, c'est faux. Il y a des bases de données qui sont en train de s'agréger, qui sont monstrueuses. Et dans 5 ans, 10 ans, vous serez ministre, vous serez député, chef d'entreprise. Et à un moment, on tapera sur ChatGPT, raconte-moi la vie de machin, et il y a toute la vie qui va déballer. Voilà, juste, ça, c'est la première sensibilité. Pour ça que dans la thématique, j'insistais un peu sur le côté étudiant, oui, parce que je pense qu'il faut commencer très tôt. Et Microsoft l'a très bien compris. Attention, hein, moi je ne suis pas en train d'attaquer Microsoft en disant que c'est une mauvaise boîte, etc. Hein, c'est juste, ils jouent avec des armes, ils l'ont fait intelligemment. Et si vous allez chez Microsoft, dès l'école, on vous habitue à avoir Outlook, PowerPoint, etc. Et puis après,
Moi, quand je suis arrivé chez Shadow, tout le monde était sur Google. Premier truc que j'ai dit, vous m'installez Outlook parce que moi, je ne sais pas me servir de votre truc, quoi. Voilà. Et donc, on est éduqué là-dessus. Donc ça, c'est la première chose importante sur laquelle il faut être bien conscient de ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est qu'on parlait d'intelligence artificielle. Et il est en train de se passer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on est en train d'habituer exactement comme on a habitué avec la visio, le mail gratuit, tout gratuit, où on a un peu le produit, mais à la fin, il faut payer. Et sur l'intelligence artificielle, l'addition ne va pas tarder à arriver. Parce que je pense que vous n'en êtes pas forcément tous conscients dans la salle, mais que faire une requête sur Google, bah, ça prend, on va dire, 1. Faire une requête sur ChatGPT, ça prend 100, voire 1000 en termes de capacité. Et on est en train d'observer ce phénomène qui est en train d'arriver là. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser de l'intelligence artificielle, et on en utilise beaucoup, pas que sur ChatGPT, sur la météo, sur la cartographie, sur tout ça. Si vous voulez aujourd'hui avoir chez Microsoft de la capacité d'ordinateur de calcul dans le cloud, c'est 1 mois d'attente, parce que toutes les ressources sont consommées par l'intelligence artificielle. Nous, on a de la chance, on a 35 000 machines dans le monde, donc on a une capacité qui est quand même assez significative, bien sûr moins grosse que Microsoft, mais assez significative. Mais je voulais vous donner juste ces 2 éléments, parce que c'est important et c'est quelque chose qui ne se passe pas dans 6 mois, qui se passe maintenant et qui vient de bouleverser. Et tous les gens qui utilisent Microsoft ou Google ou Twitter et autres, vous voyez les prix là qui sont en train de remonter et vous n'avez pas d'autre choix que de dire « Merci monsieur, ça fait mal, mais je vais continuer ». Voilà. Donc ça c'est... Oui, voilà. Pourquoi il faut être un peu inquiet. Pourquoi on peut être, je pense, optimiste. D'abord, parce qu'il y a quand même une dynamique et une prise de conscience en Europe sur le fait que la souveraineté, je pourrais faire un débat sur la souveraineté, on va dire la protection des données et la capacité de l'Europe à avoir au moins une alternative, elle est forte. On a un commissaire européen qui s'appelle Thierry Breton, qui est vent debout là-dessus. Il y a des procès quand même qu'on fait plier les GAFAM sur certaines choses. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que la tech, elle est là. Moi, j'ai la chance de screener beaucoup d'entreprises parce qu'on en a acheté une il y a 3 mois. Bon, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais on est en discussion pour voir si on peut reprendre le moteur de recherche français Quant. Donc, il y a du talent, il y a de la capacité, il y a de l'innovation et il y a surtout une volonté de travailler ensemble. Et donc, si on ne travaille pas ensemble et qu'on essaye de développer des gros machins, on va dire, ouais, alors on va créer un nouveau truc, on va repartir, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on perd notre temps. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à avoir des projets sur lesquels il va y avoir des figures de proue. Nous, on espère en être une. Donc, pour répondre à ta question, on espère faire ça. Pour ça qu'on essaye d'agréger, pour ça qu'on a la chance, même si on n'est pas une filiale d'OVH, de s'appuyer sur OVH qui a réussi ce succès d'être un acteur européen majeur, le plus gros à part les GAFAM. Hein. Donc ça, c'est important, mais d'essayer de faire la même chose dans le SaaS et surtout de s'assurer qu'on va laisser personne sur le bord de la route et qu'on va permettre à la fois à des sociétés comme GameSpot ou comme Hexagonal de continuer à faire leur bonhomme de chemin, mais aussi de pouvoir être intégré dans une machine qui est plus grosse, plus forte. On va répondre à ces problématiques. Et les problématiques, elles sont assez simples. Numéro 1, un login, un social login, hein, c'est-à-dire je me log et tout de suite, je peux aller sur GameSpot, je peux aller sur Shadow, je peux aller avec ça. Une seule facture, parce que ça simplifie la vie. Et aujourd'hui, dans les grandes entreprises, vous dites à un DSI, mais pourquoi vous utilisez encore ça alors que vous pourriez prendre GameSpot, même Zoom, Shadow Drive, etc. C'est parce que j'ai plus les équipes pour gérer ça. Avec Microsoft, voilà, j'ai un interlocuteur, j'ai une facture, moi j'ai plus des gens qui vont faire le SAV, voilà. Et donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, extrêmement important. Le deuxième extrêmement important, c'est la couverture géographique. Parce que la France, c'est bien, mais ce n'est pas assez gros pour amortir les frais de recherche, de développement, etc. C'est pour ça que chez Shadow, ce qu'on a essayé de faire en 2 ans, là, c'est d'ouvrir 8 nouveaux pays pour adresser une grande part de l'Europe avec une belle couverture et un support qui va bien associer. Voilà. Donc on a plein d'ambitions là-dessus. Et on les écrira ensemble. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'être copilote de quelque chose qui s'appelle le comité de filière lancé par le gouvernement sur le numérique. Et on est copilote de la suite collaborative. Et on s'aperçoit qu'on arrive à fédérer autour de nous dans les réflexions beaucoup d'entreprises qui ont énormément de talent et qui ont une volonté, c'est d'arriver à faire front de face pour créer quelque chose scalable et en croissance. Loïc, on parle un peu des ETI ? Avec plaisir.
tout ça, je suis 100% d'accord et c'est un vrai combat. Mais il ne faut pas oublier aussi que en fait, tout le monde n'est pas encore dans le cloud. Il y a encore des vraies résistances parce qu'il n'y a pas les compétences, parce qu'on n'est pas aussi au courant des risques qu'on prend à pas y être et des enjeux qu'il y a à aller dans le cloud. Typiquement, la sécurité, je reprends ce que me disait Christian Jacob en aparté avant. Il y a deux types de sociétés. Hein. Il y a celles qui se font attaquer et il y a celles qui ne savent pas qu'elles se font attaquer. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. L'automatisation d'attaques informatiques aujourd'hui, c'est pas trivial, mais c'est vraiment très simple. Il va y en avoir de plus en plus. Donc typiquement, quand on a encore des serveurs chez nous, sous clé, dans notre entreprise, en fait, on prend le risque de se dire, ok, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui va décider de nous cibler. Et alors ça, c'est le pire qui peut arriver, mais ça peut arriver hein, dès qu'on a une boîte qui commence à être un peu conséquente. Et est-ce que finalement, notre sécurité est au niveau de quelqu'un qui va peut-être passer 6 mois à chercher à vous attaquer sans que vous le sachiez, sans qu'il y ait vraiment de traces? Et en fait, c'est un combat très inégal finalement. Il y a plein de gens dans le monde qui peuvent vous attaquer. Vous ne le savez pas, ils ont beaucoup de temps devant eux possiblement, et vous n'avez pas forcément les budgets à mettre en face finalement. Et ça s'applique dans nos métiers quand on fait des applications sur mesure. Quand on a un cahier des charges, un budget et qu'il faut qu'en 2-3 mois on sorte l'application, on n'a pas 2 ans pour vérifier que tout est absolument 100% sécure. Mais par contre, si on commence à mettre le logiciel dans le cloud, tout d'un coup on commence à se battre un peu plus à armes égales. Parce que sur la partie infrastructure, c'est le provider du cloud qui va vous apporter sa sécurité à lui. Alors après, il faut avoir bien fait les choses, que le logiciel n'est pas non plus d'autodéfaille béante, hein, on est d'accord. Mais sur la partie infrastructure et sur l'attaque du serveur en lui-même, tout d'un coup, c'est plus les pirates qui sont sur Internet contre votre admin 6, en gros. C'est les pirates qui sont sur Internet contre l'équipe de sécurité de OVH, de Google, de Azure. Alors on va préférer parler d'OVH aujourd'hui. Et tout d'un coup, voilà, il y a des équipes de gens qui sont payés pour faire la sécurité qui vous protègent. Et c'est pour moi un des plus grands avantages du cloud, sans parler ensuite de la maintenance du serveur. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que les pièces informatiques, elles ont une durée de vie? Je veux dire, votre serveur, le disque dur, il a une durée de vie. Est-ce que vous allez bien penser à le changer avant qu'il casse, avant que tout ça? Et combien de temps ça va vous prendre de le changer? Enfin bref, toutes ces problématiques, le cloud, vous les abstrait complètement. Et je pense qu'il reste encore de l'éducation à faire. On le fait à Hexagonal auprès de nos clients. Et ça reste pour moi quelque chose qu'il faut... voilà, le cloud souverain, je suis 100% d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des entreprises à accompagner vers une migration vers le cloud, tout comme finalement on parlait un peu des intelligences artificielles et on allait là-dessus, mais c'est un peu la même chose. Il y a de l'accompagnement de ces entreprises à faire, c'est aussi quelque chose qu'on fait, et ça reste très très important d'accompagner nos grosses PME, nos ETI vers ces mouvements-là pour qu'elles soient le plus efficientes et le plus résilientes possible. Pour que tout simplement on reste à avoir des beaux résultats. Et le degré de maturité des DSI, par exemple, dans les ETI, il est équivalent à celui dans les grands comptes, parce qu'ils ont forcément des moyens différents, même si de 50 millions à 1,2 milliard, l'échelle est large des ETI. Quoi. Ça va beaucoup dépendre. Sur les grands comptes, en tout cas sur la problématique cloud, il y a une maturité des DSI qui est très forte. Voilà, comme je disais, hein, alors ça s'est passé ces 5 dernières années. Hein. Oui. C'était pas il y a 5 ans, c'était pas du tout gagné. Aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas de DSI de grands groupes qui sont ignorants de ces sujets-là. Chez les ETI, ça dépend. Il y en a qui vont être très à la pointe et très matures sur ces sujets. Il y en a qui nous disent c'est des sujets qu'on aborde et qu'on attaque. Et il y en a où concrètement, il n'y a pas vraiment de réalisation du sujet. Non, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience européenne.
Il y a vraiment une prise de conscience globale. Après, chacun a son niveau de sécurité. La France a défini des critères de sécurité avec des certifications d'ailleurs un peu à la française, c'est-à-dire à la française, on ne fait jamais très simple, on le fait très ingénieur et tellement compliqué que les gens n'y arrivent pas. Ça s'appelle Secnum Cloud. Mais non, il y a une vraie prise de conscience européenne, mais il y a aussi des couches sur lesquelles il y a des entreprises qui disent que ça doit rester en France. Mais c'est beaucoup plus facile de faire des couches France-Europe, parce que finalement, c'est les data centers qui vont compter. Dès lors que vous mettez, ça a été évoqué pour la SNCF, dès lors que vous mettez vos data chez Azure, vous tombez, quoi qu'on en dise, sur ce qu'on appelle l'extraterritorialité voilà, des Américains. C'est un truc assez incroyable, mais un juge américain peut dire « vous me donnez la donnée ». Alors quand vous avez le siège de l'entreprise qui est aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi ils vont s'exécuter pour ne pas se retrouver au tribunal. L'Europe est unanime sur un seul point, il faut de la concurrence. Et ça a été acté par ce qu'on appelle le DMA, le Digital Market Act, qui établit les gens dont on a cité comme étant ce qu'on appelle les gatekeepers. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent avoir des règles d'équité obligatoires, alors qu'avant, il fallait attendre qu'il y ait justement un procès qui durait pendant 10 ans. Donc là, l'Europe est unanime. Ensuite, sur le fait de faire naître des champions, là, effectivement, il y a des stratégies différenciées. Il y a 2 pays qui se sont mis vraiment en route, c'est l'Allemagne et la France. L'Allemagne a construit un consortium très centré sur l'open source pour faire une suite collaborative centrée sur l'open source avec Nextcloud comme champion. En France, il y a eu un appel à projet dans lequel il y a 3 boîtes qui ont été retenues et qui ont été financées. Ça a été annoncé d'ailleurs il y a une quinzaine de jours. Il y a donc Interstice, Wimi et nous, Genspot. Donc là, c'est la volonté plutôt de booster le marché par l'innovation. Et on le voit bien qu'il y a aussi des acteurs privés qui ont cette volonté-là, comme celle qu'amène Eric. Donc, on voit bien qu'il y a deux salles, 2 ambiances. Et ensuite, les autres pays sont plutôt mineurs. Italie, Espagne attendent plutôt ce qui va se passer du couple franco-allemand. Et ensuite, il y avait tout l'arc qui est plutôt atlantique, on va dire, qui, lui, se dit qu'il faut sans doute pas trop faire de peur à Microsoft, parce que faire peur à Microsoft, c'est faire peur aux Américains. Faire peur aux Américains, ça renvoie à la question de leur peur actuelle géopolitique. Et là, moi, je le sens à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut voir que là, moi, je vous parle très tranquillement du numérique, de l'économie. Il y a des pays d'Europe avec lesquels j'ai discuté, des collègues, qui vivent autre chose aujourd'hui, qui est la question d'un risque géopolitique. Et tout d'un coup, on a l'impression que le sujet nous échappe, parce que là, effectivement, c'est d'autres enjeux. Donc c'est comme ça que ça se construit, mais en tout cas, je dirais qu'il y a 3 familles en Europe, si j'avais à simplifier. C'est intéressant que Alain mentionne Nextcloud, qui est un Allemand. Et en fait, chez Shadow, on a lancé une offre qui s'appelle Shadow Drive pour concurrencer Google Drive, etc. Mais avec du vrai gratuit, pas du gratuit, du vrai gratuit qui n'est pas monétisé. Et on s'est basé sur l'open source de Nextcloud avec qui on travaille main dans la main. Donc, je veux dire, ces passerelles franco-allemandes, elles existent. Et à nouveau, je le dis, le talent, il se conjugue. Et on est pour de la concurrence, d'ailleurs. C'est ce qui nous fait grandir. Mais il faut aussi être capable d'avoir une structure et une dimension suffisamment importante pour s'assurer de résister aux gros, sinon on va être broyé. On est effectivement au début de l'aventure, mais dans les référentiels clients, vu qu'on loue des PC dans le cloud, il y a des gens qui viennent, qui repartent, ils jouent, parce qu'on a quand même beaucoup de gamers, ils jouent à un jeu, ils reviennent. On a quand même une base de données de clients actifs, on va dire, aux référencés qui reviennent régulièrement, de plus de 350 000 clients. Donc c'est déjà, on quitte le domaine de l'anecdotique. Mais effectivement, les budgets de communication, de marketing sont assez monstrueux. Okay. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est finalement d'utiliser les mêmes outils qu'utilisent les Américains, c'est d'attirer des gens sur des sites, parce que quand vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez votre mail, et au bout de 5 minutes, vous allez sur Google, taper une recherche. Voilà. Donc si vous regardez ça, vous réfléchissez pourquoi nous on est en train de faire des discussions d'acquisition sur Quant, parce que c'est un moteur de recherche, il n'y en a pas 50 000, et à un moment, on mettra le mail dessus. Mais c'est aussi la capacité, c'est ce qu'on essaie de créer, c'est d'essayer d'avoir la capacité d'agréger justement les différents talents sur une plateforme sur laquelle on partage les mêmes valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et les mêmes valeurs, c'est justement de protéger les données de nos clients et de ne pas les transformer en produits. Voilà. Alors c'est plus compliqué, parce que c'est tellement plus simple d'avoir des prix bas.
Moi, quand je fais une offre gratuite, le seul espoir que j'ai, c'est que le service vous plaise et que vous payez pour le service. Les autres, ils font du freemium. Ça veut dire que dès le début, ils vous monétisent. Je suis désolé de vous le dire, mais ils revendent vos bases de données pour vous faire de la pub sur ce que vous avez recherché, quoi. Je vais juste faire un commentaire parce qu'Alain est un expert du domaine, donc je suis sûr qu'il va se régaler. Un truc assez rigolo, commençons déjà à appliquer ce qui a été décidé par le gouvernement, ça serait déjà un truc bien. Et je vais donner un exemple qui est récent, je crois. Il a été dit qu'il fallait justement éviter Microsoft et prendre des solutions souveraines. Et je crois qu'il y a un ministère, j'ose pas dire le nom parce qu'il est assez à la mode en ce moment, qui est le ministère du Travail, et qui vient de choisir Microsoft pour ces solutions. Voilà. Donc déjà, si on respectait ce qui a été décidé par le législatif ou le gouvernement, ça serait déjà un bon début. Mais je te laisse continuer. C'était mon premier point. Merci Eric, c'est exactement ça. C'est déjà appliquons les règles qui sont édictées et soyons exemplaires. Ce n'est pas normal effectivement que l'État en l'occurrence, mais c'est vrai les collectivités territoriales se mettent hors la loi et ça c'est un premier point. Deuxième point, ce qui nous manque, c'est tout simplement ce qu'on a abandonné il y a plus de 50 ans pour la politique agricole commune. Il faut avoir en tête qu'il y a une négociation qui a fait que les Américains, à la sortie de la guerre du Corée, pour eux, ont mis en place ce qu'ils appelaient le Small Business Act. Voilà. Et nous, on a dit, du coup, on veut, quand il y a eu les accords de l'OMC, nous, on veut la PAC. Et c'est hyper intéressant. On a négocié, à l'époque, le tissu industriel contre l'agriculture. C'est intéressant de voir l'histoire. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Et là où les Américains sont d'abord exemplaires, essayez de voir ce que les Américains achètent comme éléments européens. Dans le cœur de l'État, dans l'État profond, ce qu'on appelle, là, vous verrez que les Américains. Quand là, par exemple, souvent on me dit oui, ils sont en avance sur le cloud. Il y a eu 10 milliards, le Pentagone met 10 milliards pour le cloud. Il y en a un qui l'a gagné, puis après il y en a un qui a fait un procès à l'autre. Finalement, l'État a fait quoi? Il a donné aux 4 grands cloudistes, à Google, Amazon, Microsoft et Oracle qui a bénéficié du coup du truc, parce que sinon il n'aurait pas été dans l'histoire. Vous vous rendez compte, c'est 10 milliards qui sont mis par l'État, c'est colossal. Nous, on a passé tout, ça fait plusieurs mois que tout le pays français est bloqué pour 15 milliards sur la question des retraites. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il faut voir le différentiel qui est mis derrière ça. Et donc oui, ce Buy European Act ou ce Small Business Act est nécessaire à un moment donné, mais encore une fois, il ne sert à rien si on n'est pas exemplaire. Moi, je pense que le point numéro 1, c'est l'exemplarité. Et tu poses une question très juste, visibilité. Mais là aussi, qu'on soit connu ou pas connu, s'il n'y a pas d'exemplarité, à quoi ça sert? Donc l'ordre absolu, c'est exemplarité, achat public, visibilité, et pas dans l'autre sens. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de la visibilité s'il n'y aura pas d'achat public et que les gens, de toute façon, ils ne sont pas exemplaires. Donc le point clé, il est de revenir dans cet ordre-là, qui est un ordre d'ailleurs républicain, je le dis, l'exemplarité du rapport à la loi. Par exemple, sur le RGPD, c'est très clair. On ne doit pas donner des outils américains aujourd'hui de ce type-là à nos enfants. Pourquoi? Parce que leurs données sont transmises alors qu'il y a des lois extraterritoriales qui sont écrites. Et ça a été en plus le fameux Cloud Act. On pense que ça parle de cloud. Non, ça veut dire clarifying. C'est-à-dire que ça a été Microsoft qui a demandé qu'on clarifie la position parce qu'il ne se sentait pas à l'aise de donner les données au gouvernement américain. Il a voulu que le gouvernement américain se commit et dise oui, on prend vos données. Et c'est ça le Cloud Act. Le Cloud Act est une clarification demandée par en plus les GAFAM qui n'étaient pas à l'aise avec le sujet. Vous voyez. Donc oui, le point clé, c'est exemplarité, on l'a. Et puis après, une loi. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'imaginer que c'est une nécessité dans les temps dans lesquels on est. Parce qu'en fait, il faut voir que les boîtes comme on est, on n'a pas encore peut-être la taille critique pour oser affronter ce qui sont aussi nos principaux donneurs d'ordre. C'est-à-dire, moi, j'ai une boîte de 50 personnes, j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Je ne suis pas un Don Quichotte. Déjà, je prends la parole. Alain dit, je me mouille. Déjà, dans notre société, paraît-il libérée, des gens me disent des fois, tu sais, tu vas un peu trop loin à dire ce que tu penses. Un citoyen pourrait le faire. Mais d'ailleurs, par exemple, qui l'a fait?
c'est le député Latombe, Philippe Latombe, qui a posé une question justement au gouvernement. Pourquoi le ministère du Travail a demandé une dérogation sur 365 ? Sur quelle base juridique ? Parce que c'était marqué que ça ne pouvait avoir de base que pour des raisons exceptionnelles. Quelle exception demande le ministère du Travail, que je connais un petit peu aussi, par rapport à leur usage assez modéré des outils bureautiques, où est l'urgence ? Donc on voit bien qu'il y a à un moment donné une disharmonie, mais par contre, la facilité aujourd'hui est effectivement de basculer dans ce monde-là, parce que ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est que Microsoft aujourd'hui est vraiment une boîte qui fournit de A à Z. Donc en fait, face l'État, il ne faut pas oublier l'État n'est pas seulement désargenté. L'État, il manque même de bras et de brain pour pouvoir répondre à tout ça. Donc lui, avoir 5 fournisseurs, c'est compliqué. Un seul qui s'occupe de tout. Et en plus, on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir fait le mauvais choix, c'est le leader mondial. Oui, et voilà, le fameux effet IBM de l'époque. Est-ce qu'IBM a sauvé le monde? Est-ce que vous avez eu des magnifiques outils IBM? Je ne pense pas. Est-ce que c'est grâce à IBM qu'on est heureux? Voilà, ils ont fait le job, mais ce n'était pas surhumain. Donc, ce qu'il faut surtout qu'on arrête de penser, c'est que Microsoft est surhumain. Il est au-dessus, il est indépassable. Je lis des trucs du type « on ne les rattrapera jamais ». Vous vous rendez compte la soumission volontaire dans laquelle on est? Non, mais il y a beaucoup de boîtes qui étaient leaders mondiaux et qui sont morts. Voilà, donc, tout à fait. Ouais. Loïc. Après, pour moi, Microsoft et consorts ont aussi une force politique très très forte. C'est des boîtes qui sont installées depuis des années dans les ministères, depuis des années chez les grands comptes, qui ont des liens très forts avec ces boîtes-là et qui arrivent en effet à avoir des décisions qui sont un peu folles. Pour revenir à la question, un des problèmes aussi, c'est typiquement la loi dit que les administrations doivent privilégier l'open source. Le problème, c'est que l'open source, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des logiciels gratuits faits gratuitement par des développeurs, parce que les développeurs, on est un peu comme ça et on aime tellement développer que parfois on le fait gratuitement. Mais il n'y a pas de champion de l'open source. Enfin, il y en a, mais très peu. Et donc en fait, quand d'un côté il y a une boîte qui fait des milliards et des milliards et qui peut faire du lobbying, et que de l'autre, c'est par essence des regroupements de gens qui sont un peu comme dans le monde associatif. Eh ben, le combat, il est dur. Et c'est qui va être le champion, qui va payer les avocats, qui va prendre le temps, qui va prendre le risque? Il n'y en a pas. Oui, je pense que c'est un domaine auquel je suis très sensible parce que j'ai des enfants qui ont été étudiants, mais parce que je pense que ça commence à ce niveau-là, cette éducation. Je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul, mais je pense que dans le comité de filière sur lequel on travaille, il n'y a pas que la suite collaborative, il y a le cloud, il y a la cyber, il y a pas mal de choses. On est en train de réfléchir que si on ne commence pas par l'éducation, on a perdu. Donc c'est extrêmement important. Nous, ce qu'on essaie de travailler, et je ne peux pas dévoiler tous les trucs, mais on aimerait bien pouvoir donner des PC puissants dans le cloud aux étudiants, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter des PC, les PC qu'on loue dans le cloud. On va dire c'est des PC à 1500, 1600 euros, quoi. Donc si on a la capacité d'en louer, aujourd'hui c'est 30 euros par mois, et en plus vous ne payez pas l'énergie, hein, vu le coût de l'énergie en ce moment, ça vaut le coup. Donc il y a ça, et il y a cette capacité de faire du travail collaboratif et de comprendre cet écosystème. Donc c'est très vaste comme débat par rapport à cet enseignement-là, mais je pense qu'il faut sensibiliser très vite les gens, les jeunes surtout. Et nous, on a beaucoup d'universités qui viennent nous voir parce qu'on est dans un monde qui va bouger très très vite et qui bouge encore plus vite. Et je discute souvent autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a énormément de métiers qui n'existent pas et qui vont exister demain avec, je donnais l'exemple de Midjourney. Voilà, moi j'ai vu naître les NFT, j'ai des collaborateurs qui sont partis avec des millions en NFT. Je pense que la NFT, ça vaut 0 demain. D'accord ? Donc il va falloir se repenser. Et donc on est un peu, et je disais à mes équipes l'autre jour, je dis, bon moi je suis un peu plus âgé qu'eux, mais les révolutions qu'on a eues, c'est la révolution d'Internet, ça a été la première grosse révolution sur laquelle on a dit, oh là, ça va chambouler le monde. Bon, je ne parle pas de l'électroménager, je n'étais pas là. Mais, et après, on en a une deuxième énorme qui a été les smartphones. Et les smartphones, c'est d'un seul coup, voilà, on n'a plus de carte Michelin, on n'a plus besoin, voilà, la banque, il n'y a plus besoin, les impôts, c'est simple, c'est bien fait, etc.
Là, on est en train de vivre la même chose avec l'intelligence artificielle. Et donc, le domaine éducatif va devoir réagir très très vite, quoi. Il va falloir sortir les bonnes personnes et comprendre ce qui est en train de se passer et quels sont les métiers qui sont voués à disparaître, parce qu'il y a une partie qui vont disparaître, ou à se repenser pour être beaucoup plus efficaces. Et là, il faut saisir ce train. En Europe, c'est indispensable. Alain, Loïc, un commentaire? Je partage complètement la vague de l'intelligence artificielle va être colossale et ça va vraiment être un domaine dans lequel Quels il va sont les falloir métiers qui vont s'adapter. disparaître? Tout ce qui va tourner Des autour. RH, DAF, DSI, tout ça, poubelle, non? Sans blaguer, les domaines de la finance sont parmi les premiers qui sont considérés comme attaqués, alors plus au niveau trading, etc. Mais alors là, l'IA va juste être tellement plus performante et c'est très compliqué. Tout ce qui tourne autour de l'écrit en propre, c'est-à-dire tout ce qui est avocat, tout ce qui est tous les copywriters et les gens qui écrivent des textes, malheureusement, là c'est quand même le cœur du sujet. Les artistes, tout ce qui est designer, ça devient très compliqué. Les profs de maths? Alors, les profs, le domaine de l'éducation est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il est attaqué des deux bouts. C'est-à-dire que d'une part, les élèves peuvent parler à ChatGPT, mais à d'autres, et avoir un professeur personnel à disposition chez eux qui répond très précisément à leurs questions et qui s'adapte à ces questions. Et en plus, il y a tout le côté, les étudiants qui s'en servent pour répondre, et ça demande de changer profondément la manière dont on évalue et dont on fait les évaluations, parce qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter. Enfin, les détecteurs de texte d'intelligence artificielle sont ridicules. Typiquement, on met la Constitution américaine, il nous dit que c'est l'IA qui l'a faite. Il y a un problème. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Si. Ouais. Bon, très bien. Alain? Ouais. En deux mots, moi, sur la question je pense que l'éducation est clé. Et moi, je me rappelle qu'au même moment, il y a eu une société qui s'appelle Coca-Cola qui a proposé à ce que dans toutes les écoles de France, on puisse mettre des distributeurs de Coca-Cola gratuits. Vous vous rappelez de ça? Et il y a eu un amendement qui est arrivé jusqu'à ce qu'il soit arrêté, et on a stoppé ça. Et dans le même temps, il y a un autre ministre qui a eu justement une suite collaborative gratuite et qui l'a signé comme ça, avec un gros truc, il y avait toutes les caméras. Et donc, Microsoft s'est rentré gratuitement dans les écoles et dans l'éducation. Et voilà, on voit ce que ça donne de 10 ans plus tard. Imaginez si on avait laissé Coca-Cola et pas rentrer Microsoft. On aurait eu un peu plus d'obèses, voilà. Et des parts de marché et moins de vin, ce qui aurait été pour toi, Alain. Il faudrait mettre des distributeurs de vin dans les écoles. Voilà, on aurait dû, comme à l'époque. Voilà. Quand même, hein, et donc, il faut voir qu'à un moment donné, la puissance publique doit comprendre, et l'éducation, les parents que nous sommes, que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Quand on a fait ça, on a donné nos enfants, et donc toute l'éducation. Et alors toi, tu en es du coup l'exemple typique. Tu dis, j'arrive dans une boîte, virez-moi ça, je veux mon truc que j'ai eu depuis tout petit, je veux boire mon coca. Et quelque part, c'est ça aussi qu'il faut casser. Donc l'État, les collectivités, les parents que nous sommes, les dirigeants d'entreprise, on doit à un moment donné, si on veut vivre libre le numérique, se désaddicter de ces outils gratuits. Il y a un truc à un moment donné, et donc il faut payer. Il faut payer. Sinon, on n'est pas libre. On est acheté par quelqu'un. Il faut avoir ça en tête. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette idée selon laquelle, quand l'État, il y a une grande boîte américaine qui lui dit « je te donne gratuitement », on dit « oh, chouette ». Quand un ministre dit ça, il fait une erreur. Sur la première question, très sincèrement, chez Shadow, la top priorité, c'est les PME, les TPE. La top priorité. Pourquoi? Parce que quand on veut rentrer dans des grandes entreprises, même si on a quand même un certain savoir-faire, on a dû, ne serait-ce que pour approcher, parce qu'on vient de lancer nos offres B2B, on a dû refaire complètement notre système informatique, complètement pour des notions de sécurité, pour des notions de gestion de parc informatique, parce que d'un seul coup, le DSI du futur, j'espère qu'il pourra aller chez Shadow ou un autre, hein, on est un peu dominant dans ce domaine-là, hein, mais chez Shadow ou chez un autre, et de dire finalement j'arrête d'acheter des PC, je prends tout le monde avec un même PC à 300 balles et je gère mon parc parce que j'installe un Shadow très puissant pour lui, moins puissant pour l'autre, avec le stockage, il s'en va demain, tout est dans le cloud, tout est sécurisé, il n'y a pas besoin de récupérer le disque dur, etc. etc.
Donc ça, c'est vraiment la cible, mais pour ça, il fallait refaire complètement notre système informatique. Derrière, monter dans des entreprises beaucoup plus ou stratégiques ou grosses, tous les aspects de sécurité, d'attaque, de résistance au DDoS, etc., sont assez monstrueuses. Et il y a des sociétés, parce qu'on n'est pas les seuls au monde, hein, il y a eu des sociétés qui ont été créées, il y a NumSpot, sur lequel il y a des associations avec des grosses sociétés, avec DocaPost, avec, il y a des Dassault, il y a des gens comme ça. Moi, je leur laisse plutôt ce monde-là, pour le moment. Et on va plutôt se consacrer là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est justement la chaîne de continuité sur l'éducation. Et on a quand même un tissu en France de PME et de TPE qui est assez gigantesque. Et d'un seul coup, de se dire que finalement, on va pouvoir se simplifier la vie avec un ordinateur simple qu'on va avoir dans le cloud et sur lequel on prééquipera justement des suites collaboratives et interactives à coût compétitif. Et là, on va arriver à la deuxième question, parce que notre offre Drive aujourd'hui, elle est moins chère. C'est combien? C'est 8,99 pour 2 Teraoctets. Voilà, TTC. Voilà. Et gratuit jusqu'à 20 gigas. Donc avant de sortir, je vérifierai que vous avez tout chargé Shadow Drive. Voilà. Donc, alors après, pourquoi est-ce que finalement on va normalement on doit pouvoir vivre et en garantissant alors garantir la protection des données, c'est que d'abord ça peut être audité, et on fera les audits, et c'est pareil sur le RSE, c'est quelque chose d'extrêmement important, pour ça que c'est pas parce que mon actionnaire est l'actionnaire d'OVH, mais on a migré 35 000 machines dans les data centers d'OVH, parce que c'est des solutions qui sont water-coolées, et parce qu'ils consomment 5 fois moins d'eau et 5 fois moins d'énergie. Voilà, ouais, donc j'en profite. Donc ça c'est important. Mais sur ces sujets-là, il faut qu'on ait une charte de confiance et là-dessus, on est auditable et audité. Voilà. Et ça, c'est important. Donc après, comment est-ce qu'on vit avec des choses comme ça? Ben, la différence, c'est que tout l'investissement, je dirais, qui est porté par les gros en marketing, en lobbying, etc., nous, on reste des structures, on va dire, industrielles et économiques à taille, on va dire, humaine à l'échelon européen. Et donc, on va optimiser les coûts, mais pour ça, il faut avoir une taille critique. Et la taille critique, c'est pour ça que je parlais de l'international. La France ne suffit pas à avoir un modèle de vrai gratuit sur le drive, enfin le stockage des données ou sur le mail. Il faut avoir une accessibilité à un marché, on va dire, au minimum européen. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. C'est un risque, hein. C'est pas si simple. Mais à la fin, si on arrive à avoir un bouquet, qu'est-ce qui fait que ces gens-là aussi arrivent? Et quand je dis ces gens-là, c'est pas péjoratif, hein. Je suis pas en train de faire le procès de Microsoft et Google. J'aurais rêvé faire la même chose. Mais c'est qu'en fait, ils vous proposent un bouquet complet. Voilà. Et donc, à la fin, vous payez vos 10 € pour avoir Office 365 et vous le payez avec plaisir, quoi. Et donc, c'est cette chose-là, et sur le fait que dans le bouquet que vous achetez, vous avez l'impression d'acheter tout de suite, et finalement, Meets, vous n'aimez pas trop, alors vous n'en servez pas, et puis, bon, le mail, ça vous en servez, et puis le stockage, bon, finalement, j'ai mon téléphone, j'ai Google, machin, et puis à la fin, vous vous servez d'un tiers. Et c'est ça qui permet la rentabilisation aussi, c'est finalement d'avoir un bouquet sur lequel on ne va pas forcément exploiter tout, et ce qui coûte cher, c'est le stockage et le traitement. Pour moi, ça fait vraiment partie, c'est ce que j'appelais l'accompagnement vers les PME, vers les ETI. C'est-à-dire que oui, c'est un peu mon but aujourd'hui de rappeler que c'est très bien de parler du cloud souverain, mais après, il y a quand même la discussion de mais en fait, tout le monde n'y est pas encore dans le cloud Toko. Alors après, il vaut mieux les mettre dans le cloud souverain tout de suite, comme ça, on a fait deux pas en un. Mais c'est... je pense que les sociétés comme la mienne, typiquement, cherchent à résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on met des capacités techniques fortes, une expertise technique forte à disposition de sociétés qui ne l'ont pas. Et moi, mon métier tous les jours, hein, c'est de réussir à rendre tout ça là, clair et compréhensible par des gens qui, en effet, n'ont pas de background informatique, au sens large. Donc on essaye, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La moyenne d'âge dans ta boîte, ils ont quel âge tes collaborateurs? Moyenne d'âge 32 ans, quelque chose comme ça, quoi. Donc, oui, mais on en a embauché plus de 100 en 12 mois.
Donc ça fait, voilà, on doit avoir 140 développeurs, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est des investissements, mais il y a des bons. Alors pour revenir justement sur ces talents, on n'est pas des suiveurs, hein. C'est pas ça, hein. L'Europe, la France. Moi, je suis investisseur dans une société dans le quantique. On n'a pas parlé du quantique, mais ça aussi, ça va être une grosse révolution. Dans le quantique, c'est des Français, et je peux vous dire que Amazon, etc., les regardent de très très près et les admirent. Notre problématique en Europe et en France, c'est pas ça, c'est de scaler. C'est ça, et la vraie problématique, c'est que vous essayez de lever des fonds, vous allez aux États-Unis, vous levez 50 millions facilement. Vous allez en France, en Europe, quand vous avez fait 1 million, 2 millions, 50 d'un seul coup, c'est le truc, c'est pas possible. Alors ça progresse, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les gouvernements pour accélérer là-dessus. Mais pourquoi? Parce que les fonds de pension américains, c'est leur retraite, hein, leur caisse de retraite, donc on ne joue pas avec les mêmes sommes. C'est ça la clé de voûte. Et quand on fait des confs avec des fonds de pension américains, ils arrivent, moi je pèse 100 milliards, je pèse 130 milliards, et puis les Européens, quand ils arrivent avec 10 milliards, ils sont très contents, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Mais les talents, on les a, très sincèrement, on a tout ce qu'il faut. On est bon. Ouais, on est bon. Alain? Justement, le terme suivisme, c'est intéressant. Ça, justement, c'est ce qu'arrive à démontrer le marketing américain par la domination et par, effectivement, quand on regarde le scale. Là, il y a encore une semaine, c'est un fonds américain qui vient d'acheter Doctrine, qui est par exemple la première boîte qui a été capable d'unifier l'intégralité du droit européen pour faire un moteur de recherche pour tous les acteurs du droit. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Boîte française, très belle croissance, boum. Là, c'est une belle pépite rachetée par les Américains. Nous, en fait, le principe, on n'est pas du tout dans le suivisme. Ils regardent justement les Américains, ils voient des trucs où on fait des trucs différemment. Ils font leur marché, quoi. Ils font leur marché pour ensuite aller scaler et revendre au niveau mondial. Et là, pour le coup, nous, après, on réachète ces produits au niveau mondial. C'est ça le point. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat, il est exactement celui qu'a dit Eric, c'est celui du scale. Après, on peut considérer que le travail que moi je fais depuis, c'est l'histoire de ma vie. Dans les années 90, quand j'ai démarré à faire du numérique, on m'a même me dit, on disait informatique, t'es sûr que tu veux faire de l'informatique quand même parce que quand tu as fait une grande école, c'est quand même un peu con, quoi. Oui, voyez, sûr. moi, dans les années 90, c'était un peu con de faire bon, ouais, sauf que j'aimais ça, j'ai continué. Bon. Dans les années 2000, on dit « Oh, c'est intéressant ton truc Internet ». Et puis maintenant, là, je suis là devant vous, je vous dis « On est d'accord, c'est les dominants ». « Oh oui, c'est les dominants ». Voilà, 30 ans qu'on a passé à avoir 30 ans de retard. Bon, est-ce que du coup, je vais me dire « Tiens, je vais faire du luxe, je vais faire des sacs à main, madame ». Parce que du coup, effectivement, ça, aujourd'hui, on est dominant en France. Et ça marche. Non, moi, j'ai toujours ma passion. Et je suis persuadé que, d'ailleurs, ce que je vois, moi, toutes les générations qui nous suivent, elles sont meilleures. Elles sont meilleures que ce que moi j'ai été quand j'ai démarré. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, les boîtes allaient dépasser par 1 million. Doctrine, ils sont arrivés à 30 millions. À droite, là, vous faites combien? C'est secret. Plus. Et donc, on a des boîtes pour être vendues aussi. On a des boîtes de plus en plus grosses. Pour être achetées, par exemple. On va gagner du terrain mètre par mètre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on rééquilibre ce marché du numérique, c'est tout. C'est en ce sens-là, moi je ne suis pas du tout un défaitiste. Alors après qu'on se dise qu'on ne va pas gagner tous les matchs, ça c'est sûr, qu'on va avoir des belles pépites qui vont être achetées par les Américains, ça va continuer pendant 15 ans, voilà, je vous le dis, mais en attendant, ce n'est pas une raison pour justement pas porter la parole et faire que ça progresse. Et toi Alain, ta boîte, elle est à vendre à combien? Moi je dis toujours, moi je ne suis pas à vendre, mais on peut nous acheter. Je pourrais faire des heures sur un peu la strate, mais un peu les idées qu'on a sur la partie, on va dire, un peu intelligence artificielle et protection des données. Je dirais la force et la faiblesse vous prenez une société comme Quant, je ne sais pas pourquoi je la connais un petit peu en ce moment, son énorme force, c'est que vous êtes sûr que vos données, elles restent, elles ne bougeront pas et qu'elles sont... Voilà, c'est comme si vous étiez en super navigation privée toute la journée. Génial. Le petit problème, c'est que quand vous allez sur Google, il y a des trucs que vous détestez, c'est qu'ils vous fassent de la pub et machin. Mais d'un autre côté, tant qu'à faire, autant avoir une pub sur les voitures, si on est fan de voitures, plutôt que sur des rouges à lèvres. Voilà. Et donc, il y a cette valeur ajoutée qui est un peu perdue. Et dans l'entreprise, c'est potentiellement un peu la même chose. Et donc, vous soulevez un truc sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, c'est de se dire que finalement, il y a des entreprises où les employés
pourraient être très intéressés, quand ils font des requêtes, à avoir une base de données qui scrolle vraiment très bien leur domaine d'activité. Et l'immobilier peut en être une, l'aéronautique, l'automobile, etc. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est relativement importante, c'est qu'on a parlé beaucoup des données, de donner son livret intime, mais les entreprises, si vous voulez savoir la stratégie d'une entreprise, vous regardez les requêtes Google et vous avez une très bonne idée de ce qui se passe. Il y a des analyses qui ont été faites. Si, voilà, si moi je dis on envisage de racheter telle boîte, je peux vous dire, vous screenez, vous voyez tous les employés qui regardent la tête de la boîte et vous regardez, vous avez compris qui j'envisageais de racheter. Oui. Et donc, votre sujet, c'est un vrai domaine, et ça, c'est un vrai domaine aussi de propriété, à la fois d'efficacité industrielle et de propriété de nos données françaises ou européennes. Non, je pense que si je dois résumer une chose, c'est il faut être conscient du problème. Il faut vraiment être conscient du problème, donc il ne faut pas dramatiser non plus, mais il faut être conscient, ça fait longtemps. Il y a une locomotive en marche et l'AI va l'accélérer, la locomotive, donc ça c'est important. Et deux, on croit que si on conjugue nos talents, on a parlé des aspects d'aide gouvernementaux, on a parlé de l'Europe, on a parlé de petites entreprises, on a parlé d'entreprises. Si on conjugue nos talents et qu'on ne se fait pas la guerre entre nous, on a vraiment une chance parce qu'on a la plus belle chose qu'on ait, c'est les talents. Mais les talents, on les a, vraiment on les a.